Bonsoir à toutes et à tous. Dans un premier temps, je souhaite vous communiquer quelques chiffres au niveau de l'activité du tribunal de commerce de Montpellier concernant l'année en cours. Au 30 septembre 2020, le nombre d'ouvertures de procédures collectives, c'est-à-dire de plans de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, a chuté de 45% par rapport à la même date en 2019. Ainsi, au 30 septembre 2019, il y avait eu 521 procédures collectives et au 30 septembre 2020, il y en a eu 289. Donc ce sont des chiffres tout à fait récents. C'est ce qu'on constate dans la plupart des tribunaux de commerce de France. Ceci, bien sûr, est le résultat de toutes les aides mises en place par le gouvernement, PGE, chômage partiel, des charges qui ont été différées, même des remboursements de crédits qui ont été différés, etc. Comme nous n'avons pas de visibilité, je me garderai de vous communiquer des prévisions en cette matière. Nous n'avons aucune visibilité et je travaille en collaboration avec les services de l'État sur la prévention d'entreprise notamment, et c'est extrêmement difficile de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais effectivement, nous sommes quand même très soucieux. Les entreprises traitées en procédure collective par le tribunal est le reflet du tissu économique local. Ainsi, dans le cadre des liquidations, il y a 80% de liquidations simplifiées qui sont relatives à des entreprises qui n'ont pas de biens immobiliers, qui n'ont pas plus de 5 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 750 000 €. On revient au tissu économique de notre région. Au niveau des plans de cession, qui est l'objet en fait de notre débat de ce soir, en 2017, 8 plans de cession, 4 en 2018, 8 en 2019 et 15 au 30 septembre 2020. Mais ce chiffre est en forte augmentation, mais ne reflète pas la réalité du sujet, dans le sens où nous avons une grosse affaire qui comprenait plusieurs sociétés, et dans le cadre des plans de cession, c'est chacune des sociétés qui a été cédée. Je me permets de vous préciser à ce stade du débat que le tribunal de commerce de Montpellier est un tribunal de commerce spécialisé. C'est-à-dire qu'en matière de procédure collective, nous traitons des dossiers de la compétence de la Cour d'appel de Montpellier, c'est-à-dire Pyrénées-Orientales, Aude, Béziers, Rodez, l'Aveyron, le Vaucluse, Nîmes et également l'Ardèche. Donc, si vous voulez, on est sur un grand territoire en matière de procédure collective, j'insiste bien. Tout comme la reprise d'une entreprise saine, la reprise d'une entreprise auprès du tribunal suppose que vous fassiez un travail préalable sur votre projet personnel et sur vos motivations, afin de définir avec précision vos actes de recherche, et notamment le ou les secteurs à cible, la zone géographique souhaitée, la taille de l'entreprise et l'enveloppe financière que vous voulez y consacrer. Mais il n'y aura pas que le rachat d'entreprise, je précise bien. Il y aura également tous les besoins en fonds de roulement inhérents à toute entreprise. Dans un dossier, il faut une cohérence homme-projet. Elle sera déterminante pour l'aboutissement de votre démarche et surtout pour assurer la sécurité ultérieure de votre projet. Ce critère est important, il sera examiné par le tribunal pour juger de la recevabilité de l'offre. La reprise d'une entreprise en difficulté s'inscrit en fonction du degré des difficultés de l'entreprise à reprendre dans un cadre juridique particulier, celui des procédures collectives et notamment le redressement judiciaire. Reprendre une entreprise en difficulté est une opération par nature risquée. Vous ne bénéficiez pas de prêts garantis prévus dans le cadre d'opérations de reprise classiques et vous ne pouvez pas effectuer de recours contre le cédant. Il est indispensable de s'entourer de conseils de spécialistes en matière de reprise d'entreprise. Leur connaissance du sujet, notamment de la procédure collective, vous permettra de vous consacrer sur la dimension économique de votre projet, de prendre la véritable mesure du risque lié à l'opération de reprise, de sécuriser votre projet sur le plan juridique. Il faut savoir que vous ne disposez que de peu de temps entre le moment où vous serez informé de l'entreprise à reprendre et celui où vous déposez votre offre. Le tribunal statuera sur votre offre selon les critères imposés par la loi, l'emploi et l'apurement du passif, donc le prix que vous allez proposer. Un conseil,
Il ne faut pas appréhender la reprise d'une entreprise en difficulté en disant que vous allez acquérir à moins de coûts et nécessairement faire une bonne affaire. C'est un parcours à haut risque. Il faut bien identifier, notamment, pourquoi l'entreprise visée est en procédure collective. Vous le savez sans doute parce que vous en avez nécessairement entendu parler. Il y a en droit positif 3 procédures collectives, la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation. Là, je ne veux pas faire de juridisme excessif, mais je pense que c'est quand même important de déterminer, de cibler le débat. La sauvegarde dont vous avez certainement entendu parler, c'est une procédure qui a été instaurée pour inciter les chefs d'entreprise à révéler très tôt leurs difficultés. Et pour les inciter à révéler très tôt leurs difficultés, on a mis dans la procédure de sauvegarde un certain nombre de sécurités pour que le dirigeant ne se sente pas menacé. Notamment, parmi ces sécurités, il y a le fait qu'en sauvegarde, on ne peut pas imposer une cession d'entreprise. Ce qui veut dire que ce soir, dans notre débat, on ne parlera pas de sauvegarde, puisque dans une sauvegarde, on ne cède pas une entreprise, au sens où nous allons l'entendre. Restent donc les 2 autres procédures collectives, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, avec un clivage qui est essentiel entre les deux, c'est qu'en redressement judiciaire, on a une activité qui est poursuivie. En liquidation judiciaire, on a une activité qui est arrêtée. Alors, il y a des exceptions en liquidation judiciaire, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Donc, le clivage majeur entre le redressement et la liquidation, c'est l'activité en redressement, l'absence d'activité en liquidation. Autrement dit, quand on veut parler de reprise d'entreprise au sens où nous avons décidé de vous le présenter ce soir, on va être en redressement judiciaire. En liquidation judiciaire, on va être dans une autre perspective, c'est-à-dire qu'on arrête l'activité, comme je viens de vous le dire. Les actifs sont potentiellement démembrés, c'est-à-dire qu'on peut vendre une partie du matériel aux enchères, par exemple. Une partie du matériel, dans notre terminologie, nous disons de gré à gré, c'est-à-dire à quelqu'un qui fait une proposition. On peut éventuellement céder un fonds de commerce, mais un fonds de commerce qui sera arrêté et qui n'aura plus de salariés. Et c'est toute la différence donc avec la reprise d'entreprise en redressement judiciaire, où, comme nous allons le voir, l'objectif c'est de reprendre une entreprise qui fonctionne, avec des salariés, avec des contrats, avec du matériel qui tourne. Et c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu sera de transférer, de transmettre cette activité. Il faut rappeler un grand principe, c'est que dans le cadre d'une période d'observation de redressement judiciaire, priorité est toujours donnée aux dirigeants de proposer une solution. La solution étant le plan de continuation dans la majorité des cas. Mais ce principe, j'allais dire, est quasi dogmatique dans le cadre des procédures collectives. Alors, quand nous orientons-nous vers une solution de cession? En fait, il y a 2 hypothèses majeures. Une, un dirigeant qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui est usé, qui parfois est âgé, et qui nous dit « je préfère m'orienter vers un plan de cession ». L'autre alternative, c'est quand on constate que l'activité, non plus le dirigeant, mais l'activité telle qu'elle est pratiquée, ne permettra en aucun cas de présenter un plan de continuation. C'est-à-dire qu'on a un passif qui est tellement gigantesque qu'en aucun cas, l'entreprise ne pourra apurer ce passif. Il faut savoir qu'on a parfois des entreprises qui arrivent avec des passifs de plus d'1 an de chiffre d'affaires. Et dans ces cas-là, si possible, on essaye de le faire dimension humaine avec l'accord du dirigeant en lui expliquant pourquoi on veut aller vers cette orientation. Et dans ces cas-là, on procède à des publicités, soit sur les sites du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, soit sur le site de l'ASPAGE, qui est le syndicat des administrateurs judiciaires, soit sur des publicités papier ou numériques sur des journaux spécialisés. Et on fixe une date qui sera la date limite de réception des offres. Parallèlement à ça, évidemment, on documente une data room, plus souvent numérique, et les candidats peuvent alors se manifester. On leur fait signer un engagement de confidentialité
et on leur donne les clés d'accès à la data room pour qu'ils puissent travailler, préparer leurs propositions. Alors, oui, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est peut-être faire une différence avec ce que nous connaissons tous comme étant une session de fonds de commerce classique, où finalement c'est la rencontre d'un vendeur, d'un acheteur, on se met d'accord sur un prix, sur des conditions, et l'affaire est bouclée. On est là dans une configuration tout à fait différente, puisqu'on est par hypothèse avec une entreprise qui est en difficulté, donc il y a des enjeux qui dépassent stricto sensu l'entreprise, qui a ses propres créanciers, qui eux-mêmes ont peut-être des difficultés, et donc on a des enjeux qui dépassent largement l'entreprise, et ces enjeux sont finalement entre les mains du tribunal, puisque à la différence là encore d'une cession classique qui est décidée par le vendeur, là c'est le tribunal qui va prendre une décision et qui va choisir le candidat, s'il y en a plusieurs, à la cession. Alors je crois que si on veut essayer de donner des indications de rédaction d'une offre, peut-être vous me pardonnerez de faire une citation, mais c'est peut-être le plus pertinent, c'est de vous lire tout simplement quels sont les critères qui sont fixés par la loi, c'est-à-dire ce qui va guider le tribunal pour faire sa décision, pour prendre sa décision. Alors ces critères, je vous les lis, donc c'est peut-être un peu long. Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties de pérennité. Autrement dit, on a tout un faisceau de critères qui vont être examinés par le tribunal, l'emploi, le paiement des créanciers, mais aussi le véritable projet économique que vous allez présenter, puisque le tribunal va se dire, mais ce qu'il propose c'est très intéressant, mais est-ce que c'est durable ? Et parfois, on hésite entre un projet qui présente un prix très élevé, qui fait un peu de surenchère sociale, mais dont on se dit on a quelqu'un qui manifestement on va le retrouver dans 6 mois en difficulté. Donc parfois, et je pense que c'est donc en fonction de ces critères qu'une proposition doit être rédigée, puisque c'est en fonction de ces critères qu'elle sera choisie ou écartée. Au-delà de ces précisions, je crois, comme l'a dit tout à l'heure Madame Baptiste, on ne peut pas bâtir une proposition si on n'est pas assisté d'un professionnel. Je crois que c'est absolument fondamental. Je précise que nous ne sommes pas, nous, en position d'assister quelqu'un, bien sûr, devant nos juridictions, donc ce n'est pas du tout du clientélisme que je cherche à faire, mais véritablement, une proposition de reprise d'entreprise, vous avez le bon sens du chef d'entreprise qui doit être complété par un professionnel des procédures collectives. Je pense qu'il y a, à mon avis, s'il ne devait y avoir que 3 choses à savoir, en tout cas ce sont celles-là. Il y a 3 éléments qui sont fondamentaux, à mon sens, pour rédiger une proposition. Ce sont les salariés, les contrats et le prix. Et si vous me permettez vraiment un petit mot sur chacun. Alors, les salariés. Les salariés, le Code du travail prévoit que quand il y a une modification dans une entreprise, et ça peut très bien être une cession, les salariés sont transférés au nouvel acheteur de l'entreprise. Si je vous dis ça, et que vous êtes en position de rédiger une proposition, je ne vais peut-être pas beaucoup vous rassurer. Parce qu'une entreprise en difficulté peut être en sureffectif, et si je vous dis les salariés vont être transférés, ça ne va pas du tout vous faire envie. Alors là, le Code de commerce et les dispositions qui régissent ces procédures collectives sont venus poser un certain nombre de règles qui permettent aux candidats de délimiter très précisément l'effectif qu'ils souhaitent reprendre. Je ne dis pas les personnes, parce que vous savez que dans le droit du travail, il y a évidemment un ordre des licenciements. Mais si vous avez un effectif de 50, vous pouvez dire, moi je reprends 35 salariés, il y a 4 secrétaires, j'en reprends 2, il y a 2 chefs de chantier, j'en reprends 1. Et vous pouvez donc délimiter l'effectif que vous souhaitez reprendre. Ça, c'est un travail qui est fondamental pour la présentation d'une offre. Et je crois que c'est très important donc, de le savoir, de savoir que vous pouvez cibler sur l'effectif que vous souhaitez reprendre. Et bien sûr, le tribunal, s'il retient votre proposition, autorisera l'administrateur, puisque c'est lui qui le fait, à licencier les salariés qui ne seront pas transférés. Donc ça, c'est le premier point, les salariés. Le second point, ce sont les contrats. Il faut, pour sécuriser quelqu'un qui fait une proposition, il faut l'assurer qu'il pourra bénéficier des contrats
dont il a besoin pour que l'entreprise fonctionne. Et là, c'est une différence majeure avec ce que nous connaissons en matière de cession de fonds de commerce classique, c'est que le tribunal a le pouvoir d'ordonner une cession forcée des contrats. C'est-à-dire que vous, quand vous allez rédiger votre proposition, vous allez énumérer les contrats dont vous estimez avoir besoin. Et si le tribunal considère que vous avez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous dites « j'ai besoin de ce contrat », effectivement, vous en avez besoin, le tribunal pourra ordonner la cession forcée de ces contrats et le contractant n'aura pas le choix. Il sera obligé de travailler avec vous pour l'avenir. Donc là aussi, il y a tout un travail en amont de la rédaction de votre proposition pour lister les contrats en cours, lister ceux dont vous avez besoin. Peut-être parmi ceux dont vous avez besoin, il y en a qui seront trop chers, vous ne les voudrez pas. Mais en tout cas, ce travail doit évidemment être fait en amont. Et c'est d'autant plus important, je le répète, que si votre proposition est bien faite et si le tribunal retient votre proposition, les contrats seront transférés obligatoirement. Il n'y aura pas d'alternative. Le troisième point, c'est le prix, parce que racheter une entreprise en redressement judiciaire, ce n'est pas uniquement dire je mets 100 € sur la table pour être propriétaire. Il y a un certain nombre de charges qui peuvent augmenter le prix et dont il faut absolument maîtriser l'ampleur quand vous allez rédiger votre proposition. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a deux choses à savoir. Il y a ce qu'on appelle le transfert de la charge de sûreté. Alors c'est un peu abscon comme terme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si l'entreprise en redressement judiciaire, je vais essayer de le présenter vraiment simplement, a fait un prêt pour acheter son fonds de commerce ou pour acheter du matériel que vous-même vous souhaitez racheter. L'échéancier en cours, c'est-à-dire ce qu'il reste à payer dans le cadre de ce prêt, sera transféré sur votre tête. C'est-à-dire qu'en plus du prix que vous aurez proposé, 100 € dans mon exemple, vous allez en plus devoir payer ce qui reste dû à la banque jusqu'à la fin du contrat. Alors, c'est pas grave si on le sait à l'avance. Mais si on ne le sait pas à l'avance, c'est grave, évidemment, parce que ça vient en plus. Le tribunal n'a même pas besoin de le dire, c'est de plein droit. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire en amont pour savoir s'il y a des contrats qui sont susceptibles, des charges qui sont susceptibles de vous être transférées. Et par contre, si vous le savez, ça peut être très favorable parce que c'est parfois échelonné sur plusieurs années et vous allez évidemment le déduire du prix facial que vous allez payer. Donc globalement, ça peut être très intéressant. Le dernier point sur le prix, alors vraiment j'en ai terminé, ce sont les crédits baux. Si vous avez du matériel en crédit bail, il faut savoir que vous ne pourrez lever l'option que si la totalité du contrat a été payée. Autrement dit, si l'entreprise en redressement judiciaire avait des impayés, avait plusieurs échéances impayées avant de se trouver en redressement judiciaire, vous devrez les assumer pour pouvoir lever l'option sur le crédit bail. Sauf si, avant l'audience, vous avez pris un accord avec le crédit bailleur. Donc là encore, il y a aussi tout un travail en amont à faire. Et c'est pour ça que je répète qu'il faut impérativement être assisté d'un conseil pour poser les bonnes questions. Le projet en lui-même de reprendre une société, ça pourrait être une opportunité de prime abord pour augmenter ses parts de marché lorsqu'on est dans le même secteur d'activité, pour faire de la croissance externe à un prix relativement réduit et dans un laps de temps très court. Donc ceci étant dit, il y a un certain nombre d'écueils à contrecarrer et d'abord se poser une question cruciale, c'est est-ce que l'entreprise mérite d'exister? Est-ce qu'elle repose sur une réalité économique? S'il se retrouve en difficulté, c'est qu'il y a eu, à la fois de manière conjoncturelle, mais aussi structurelle, un certain nombre de dysfonctionnements. Il faut se poser la question du dirigeant. Est-ce qu'il a engagé sa société sur des choix stratégiques qui étaient inopportuns? Et si oui, lesquels? Est-ce que la société a eu des clients ou des fournisseurs clés qui ne sont plus dans son cadre d'activité? Est-ce que la société a raté un virage technologique? Il y a plusieurs questions comme ça à se poser, comme l'inorganisation. Est-ce que ça il y a une rupture managériale? Donc, il y a des zones d'ombre à éclaircir, et ces zones d'ombre à éclaircir, il faut partir d'un diagnostic économique et social. Alors,
Pour réaliser ce diagnostic, on va partir des premières informations qui sont dans les data rooms des administrateurs judiciaires, qui sont consultables par les intéressés sous réserve de signer des clauses de confidentialité. Au niveau de ces data rooms, on va trouver les états financiers, on va trouver la liste des clients, des parts de marché, les marques, les licences, la liste des immobilisations, la liste des salariés qu'il va falloir bien analyser. Il va falloir, lorsqu'on est dans un contexte difficile, aussi retraiter les éléments financiers qui sont à notre disposition pour partir d'une rentabilité normative, on va dire, par rapport au secteur, déduction faite des coûts de restructuration. Donc une fois que ce diagnostic et que cette analyse est réalisée, aussi au niveau, et ça c'est très important, des ressources humaines, on aura en détail, il faudra analyser les contraintes de la convention collective, la liste la grille des rémunérations, la pyramide des âges, voir si au niveau des engagements hors bilan, le calcul des indemnités de départ à la retraite, représentants du personnel, donc les salariés protégés. Enfin, il y a tout un ensemble de choses à analyser pour diagnostiquer les difficultés de l'entreprise et qui vont amener à déboucher ensuite sur l'élaboration d'un business plan pour pouvoir déterminer le cash qu'il faudra investir et donc élaborer un plan de trésorerie. Donc l'élément essentiel va être la constitution de ce business plan qui va être un élément de sérieux lorsqu'on va présenter le dossier au tribunal, donc il faut qu'il soit établi avec toute la rigueur nécessaire. Dans ce business plan, il va y avoir la reprise, la sélection et la valorisation des actifs que l'on va reprendre pour déterminer le niveau d'investissement, voire même des investissements complémentaires à réaliser pour mettre à niveau le matériel ou d'autres investissements de ce type. Il y a les stocks qui généreront aussi des besoins de financement. Ensuite, dans le business plan, il faudra déterminer le niveau d'activité prévisionnel en raisonnant sur des hypothèses basses, puisqu'on est dans un contexte difficile, donc il ne faut pas évidemment être trop optimiste. Il faudra aussi déterminer les charges d'exploitation. Donc les charges d'exploitation avec la reprise des contrats, là aussi listées, sélectionnées, avec un travail en amont. Les charges de personnel, donc le niveau de personnel, la liste des salariés, pas la liste nominative puisque c'est interdit, mais la liste des postes à reprendre avec le coût en face. Il ne faudra pas négliger aussi dans le business plan les ressources internes, parce que lorsqu'on reprend une société, il y a un temps à engager de la part du dirigeant repreneur ou de son directeur financier ou de ses conseils pour réorganiser la structure. Généralement, il faut plus d'1 an pour arriver au premier résultat. Et pendant cette année, ça mobilise des ressources internes qu'il faut calibrer et mettre également dans les charges de personnel ou dans les charges d'exploitation. Ensuite, il va falloir établir le niveau, le plan de financement. Donc, plan de financement, mettre en face des besoins, en face les ressources pour financer les besoins. Donc, les ressources, ça va être un niveau de fonds de roulement suffisant pour financer un besoin en fonds de roulement qui, lui, est en situation souvent dégradée, du fait des délais de paiement fournisseurs, par exemple, au niveau des stocks, qui est anormalement bas pour les délais de paiement et anormalement pour les stocks. Il y a un niveau de fonds de roulement minimum à avoir qui nécessaire aussi pour faire face aux aléas. Lorsqu'on prend une entreprise à difficulté, il y a toujours des aléas imprévus. Donc, un ordre d'idée, c'est minimum 10% du chiffre d'affaires en fonds de roulement et qui peut être bien plus élevé selon les secteurs d'activité. Donc ensuite, une fois qu'on a établi le plan de financement, un budget de trésorerie. Un budget de trésorerie très fin qui va
va mobiliser là aussi des ressources. Lorsqu'on reprend une entreprise, il faut faire des plans de trésorerie réguliers pour restaurer la confiance avec les banquiers, restaurer la confiance avec les intermédiaires. Donc ça peut être à la semaine, un plan de financement à la semaine, puis ensuite au mois, puis trimestriel, et en rythme de croisière, ça peut être annuel, ou notamment avec les interlocuteurs bancaires. Mais là aussi, il faut prévoir à la fois de structurer ce reporting et de mobiliser du temps pour l'établir. Donc une fois qu'on a établi ce budget de trésorerie, on va pouvoir réfléchir à faire une offre en termes de prix. Et l'offre en termes de prix, alors bien souvent ça se base sur des prévisions de rentabilité avec des ratios qui sont sur des multiples de rentabilité attendue, c'est-à-dire minoré par rapport à une situation normale d'acquisition d'entreprise. Il faut rentrer dans une dynamique où on offre un prix juste et équilibré sans profiter excessivement d'une situation qui est dégradée. Il y a un adage qui dit il vaut mieux rater une bonne affaire que d'en réaliser une mauvaise. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre pour faire une proposition de reprise dans ce contexte-là. On a bien vu qu'il y a 3 piliers essentiels, comme l'a dit Maître Pernaut, la pérennité de l'activité, le projet économique, le maintien de l'emploi et le prix. On essaye de faire l'audit, il y a 3 audits à faire. Un audit opérationnel, ça c'est le chef d'entreprise. Quel est son projet économique, bien sûr. Il y a l'audit financier, ça c'est le rôle de l'expert comptable. Et il y a, nous, l'audit juridique et la préparation généralement de l'offre. Il ne faut pas hésiter à échanger aussi avec l'administrateur judiciaire pour bien comprendre. Parfois, on dépose des offres non fermes, mais avec des conditions suspensives, justement pour qu'on puisse répondre à nos questions. Et puis, selon le contexte, parfois, on peut aussi échanger avec le dirigeant pour comprendre quelles ont été les difficultés ou pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc on l'a vu largement, les points bien veillés, les contrats. Alors peut-être un point qu'on n'a pas dit, mais on ne reprend pas le passif quand on reprend une entreprise. Je ne sais pas trop si on l'a dit, on ne reprend pas le passif, mais par contre on va reprendre des salariés. Donc il faut qu'on voit la situation sociale. On va reprendre tout un tas de sortes de contrats. On l'a vu tout à l'heure, attention au crédit bail, attention aux charges des sûretés. Attention aux contrats qu'on va reprendre, il faut bien les analyser, voir les impacts, quels contrats on reprend. Les stocks aussi, c'est un sujet très important. Est-ce qu'on reprend les stocks? Qu'est-ce qu'on reprend dans les stocks? Et comment? Donc il y a tout un sujet d'analyse à faire avant de pouvoir déposer son offre. Quand on en arrive à l'offre, qu'est-ce que doit être indiqué dans l'offre? Déjà, il faut se présenter. Qui est le repreneur? Alors, on peut avoir eu des difficultés dans le passé, on a le droit au rebond, mais par contre, il faut l'expliquer, il faut le présenter, il faut le préciser, on ne cache pas, on est très transparent vis-à-vis dans l'offre. On doit bien se présenter, qui on est, quel est notre parcours, quel est notre CV, pourquoi on en est là, quel est notre projet économique, notre vision du dossier, pourquoi on va pouvoir reprendre cette offre, pourquoi l'activité sera pérenne grâce à nous. Donc, surtout, bien se présenter. Il faut savoir si on se substituera à une société ou si c'est nous-mêmes. Attention, les offres sont engageantes, comme on l'a dit. Avec l'offre, il faut également présenter, une fois qu'on s'est présenté soi-même, on va présenter le projet économique. Qu'est-ce qui fait que ça a du sens, que ce soit vous qui êtes le repreneur? Ça peut être une activité, on peut être déjà la même sorte d'activité, ça peut être une croissance externe, ça peut être une nouvelle possibilité, un rebond ou autre. Donc il faut vraiment présenter ce projet économique. Le maintien des emplois, quels emplois vous reprenez, les congés payés, il y a tout ce sujet autour des emplois. Bien sûr, quel type de contrat vous souhaitez reprendre. Et enfin, le prix. Contrairement à ce qu'on croit, le prix n'est pas l'élément essentiel, ça a été dit et on le redit. Le prix n'est pas un élément essentiel. On fait bien attention aussi au beau, bien évidemment. Et on doit déposer avec l'offre. Alors, il y a tout un tas de pièces qu'il faut joindre, bien évidemment, à l'offre. Si on est une société, cabis, statut, les bilans des 3 dernières années, son CV, le business plan, les perspectives d'activité, la trésorerie sur 2-3 ans.
Il faut aussi, si on a un partenaire bancaire, une lettre de confort, bien sûr. Les comptes consolidés, enfin, ne pas hésiter. Et aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est le chèque de banque. Alors peut-être qu'il faut déposer un chèque de banque du montant. Il faut déposer un chèque de banque du montant. On va en parler avec Olivier avant l'audience, ou plus tard avant l'audience. Donc ça, ne pas oublier. Oui, parce qu'il n'y a pas de conditions suspensives à l'obtention d'un éventuel crédit. Là, il faut avoir les fonds pour pouvoir déposer l'offre. Si je peux ajouter une précision, je crois que toute la procédure de dépôt des offres est bâtie sur un principe de transparence. Et c'est ça qui est peut-être important à vous dire ce soir, c'est que, comme vous l'a dit Olivier, l'administrateur judiciaire va fixer un délai de réception des offres. Tant que ce délai n'est pas expiré, il ne va pas diffuser, bien entendu, les offres qu'il a reçues, parce que sinon, le dernier qui dépose va tenir compte, évidemment, de ce qu'il y a dans les offres concurrentes. Donc, pour respecter l'égalité des candidats, ce n'est qu'une fois que le délai sera expiré, c'est-à-dire qu'un nouveau candidat ne devrait plus pouvoir se positionner, que les offres seront de toute façon déposées au greffe, comme le disait Emmanuel, où là, elles sont publiques, on peut très bien les consulter et même en demander une copie. Et connaissance prise des autres offres, les candidats ont donc jusqu'à audience moins de 2 jours pour éventuellement améliorer leur proposition. Et là encore, ce délai audience moins de 2 jours s'applique à tous les candidats, ce qui veut dire que là encore, on est sur vraiment un principe d'égalité. Il est possible aussi que le tribunal considère qu'aucune des offres n'est satisfaisante. Et donc là, un nouveau délai est accordé pour déposer de nouvelles offres. Sinon, l'audience, comment ça se passe? C'est donc 3 juges qui siègent, un procureur qui représente l'ordre public économique et qui a une vision acérée des affaires. Et donc mon rôle d'administrateur, c'est de présenter là où les offres reçues, de faire état de la consultation des IRP, puisqu'ils ont été consultés lors de l'élaboration de mon premier rapport, et ils peuvent être reconsultés entre les 2 jours ouvrés par rapport aux améliorations reçues pour qu'ils aient une vision précise et actualisée des offres. Donc les IRP font état de leur position, le dirigeant fait état de sa position, le tribunal, s'il le souhaite, peut entendre le ou les candidats, le tribunal écoute la position du procureur de la République, et à partir de là, le tribunal va statuer sur les critères que nous avons d'ores et déjà évoqués. La décision est rendue rapidement et ça va très vite, hein, parce que la prise de possession, d'un point de vue pratique, à Montpellier, une audience le lundi, la décision est rendue le vendredi, la prise de possession peut se faire le samedi.